Accueille le grand jour réservé au Premier ministre Moussa Mara à la tête d'une forte délégation à Ségou, où le chef du gouvernement est présent pour une visite de terrain dans les zones de l'Office du Niger et de l'Office RI Ségou. L'an 1 du président Ibrahim Boubacar Keïta a été aussi marqué par le lancement de plusieurs réformes portant notamment sur le statut de l'opposition, l'accès des femmes aux postes électifs et nominatifs, ainsi que la mise en œuvre de la politique de décentralisation en cours. C'est le sujet du dossier de cette édition avec Mamari Kone. Sport football, première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Les Aigles du Mali croisent les fers demain samedi avec le Malawi à partir de 19h au stade du 26 mars avec une obligation de victoire pour convaincre et ramener les supporters vers le stade. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur le programme de l'ORTM. Bonsoir et bienvenue à l'information. Le Premier ministre Moussa Mara est à Ségou depuis hier, ce vendredi. Avant d'aller sur le terrain, il a eu droit à une présentation de l'Office du Niger par le PDG. Au cours de cette présentation, Ilyas Goro a mis l'accent sur la situation de la campagne agricole en cours, les difficultés que rencontre l'Office ainsi que les perspectives. Envoyés spéciaux Tiamogo Sagara, Aruna Diara et Seydou Sissoko. L'Office RI Ségou et l'Office du Niger sont les deux grands pôles qui constituent la visite du Premier ministre en 4e région. C'est pourquoi, avant d'aller sur le terrain, le Premier ministre Moussa Mara a tenu de mieux connaître les potentialités, les difficultés, mais aussi les perspectives de l'Office du Niger. Les atouts et potentialités dans le domaine agricole sont élevés, ce qui justifie l'existence de deux offices de développement agricole, l'Office du Niger et l'Office RI Ségou. À ceci s'ajoutent les plaines du Moyen-Bani, etc. C'est pourquoi venir à Ségou dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2014-2015 dans les zones de production agricole de notre région nous réconforte. Au nombre de contraintes, on note entre autres l'insuffisance de financement pour les aménagements et les réhabilitations, l'absence d'unités industrielles de transformation et de conservation des produits maraîchers. C'est pourquoi le PDG souhaite l'installation d'usines de conservation, la sécurisation du pont de Markala et une réflexion sur l'instauration d'une pension de retraite pour les producteurs. Nous allons également réfléchir sur la répartition de la redevance, parce qu'ailleurs dans les offices, 70% des redevances sont donc dépensées pour l'entretien des réseaux. À l'office du Niger, ils sont à 50%. Je pense qu'il y a de la place à l'amélioration. Il y a aussi un peu le plan même d'entretien. C'est que vraiment donc le plan d'entretien courant, le plan d'entretien périodique. Je crois que nous allons travailler à avoir un peu plus de rigueur là-dessus et que vraiment ces différents plans soient respectés. Il faudrait de plus en plus, par rapport à tous ces types de développement qu'on envisage, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit l'exploitation des terres, que ce soit même le développement de l'aménagement, il faudrait peut-être que de plus en plus, on se dise que tout cela, ça a un facteur humain et que le facteur humain a besoin de s'établir sur des bases juridiques et des bases contractuelles claires et nettes. Le chef du gouvernement apprécie la démarche de l'Office du Niger et souhaite qu'on anticipe sur tout. L'Office en tant que structure a aussi besoin d'amélioration dans sa gestion. Et il y a un point particulier qui me tient à cœur, ça c'est la capacité d'absorption. Aujourd'hui, si on dit tout de suite, on trouve un bailleur de fonds pour pouvoir réaliser 20 000 hectares. On sait que réaliser 20 000 hectares, c'est facile à dire comme ça. Mais entre le moment où on décide de réaliser 20 000 hectares, même si on a le financement disponible immédiatement, et le moment où on réalise 20 000 hectares, effectivement sur le terrain, il se passe beaucoup de temps. Et ce temps est souvent lié à votre capacité d'absorption, votre capacité en termes de maîtrise d'ouvrage délégué, la maîtrise des procédures d'appel d'offres, la rédaction des cahiers des charges, la capacité à faire des études. Moi, je souhaiterais que l'Office anticipe. Le jour où il va falloir faire 200 000 hectares, ce ne sera pas simple. Donc, de quoi l'Office a besoin en termes de capacité supplémentaire pour pouvoir faire face à des programmes importants, des programmes comme vous ne l'avez jamais imaginé,
Ça, il est bon qu'on anticipe dessus. Auparavant, le Premier ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Ségou. Ces derniers ont fait des bénédictions pour le Mali. Assemblée nationale, les députés ont examiné ce vendredi les documents d'orientation budgétaire à moyen terme 2015-2017. C'était au cours d'une journée d'échange initiée par la Commission des finances. Les parlementaires et les financiers ont échangé sur l'évolution de l'environnement économique. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de l'économie et des finances et celle des services techniques du département. Reportage de Moussa Fani. Sur ce sujet, avec les députés à l'Assemblée qui ont donc examiné les documents d'orientation budgétaire à moyen terme 2015-2017. Nous vous le proposerons certainement au cours de cette édition qui va se poursuivre. En attendant que tout soit mis en ordre de l'autre côté, on va aller à Alger avec les pourparlers inclusifs intermaliens qui se poursuivent au sein des 4 groupes thématiques de travail où les équipes de la médiation continuent les séances d'écoute des communautés en vue de recueillir et de prendre en compte leurs préoccupations dans la phase des négociations techniques. Une société civile qui se félicite d'avoir été associée au processus. Nous vous proposons d'écouter quelques-uns de ces représentants interrogés à Alger par nos envoyés spéciaux Abouakar Traoré et Aya Konaté. Nous sommes venus à triple titre, en tant que citoyens, comme tout le monde, subissant la crise, comme une crise institutionnelle et sécuritaire dans notre pays. Nous sommes venus en tant que victimes, parce que si vous voyez tous les dégâts causés sur le terrain, je ne parle pas seulement des viols dont les gens ont l'habitude de dire, mais il y a tout ce processus de démoralisation dont les femmes sont victimes. Tantôt la perte d'un mari, tantôt la perte d'un fils, tantôt la perte d'un soutien de famille. Et nous sommes venus aussi ici en tant que groupe très généralement marginalisé et vulnérable. Et dans les camps de réfugiés, l'indignité dont nous sommes victimes, le fait de ne pas nous amener directement souvent dans ce processus, nous l'avons réclamé. Nous avons espoir que le peuple malien se retrouvera. Nous avons espoir que la paix va redevenir dans notre pays et que notre créneau pour tous va être le créneau du développement durable dans ce Mali. Nous proposons aujourd'hui des mesures d'accompagnement pour améliorer la décentralisation déjà proposée par l'État malien, dont aujourd'hui toutes les communautés se prononcent pour permettre à cette population elle-même aussi de gérer des questions qui les concernent. Donc aujourd'hui nous sommes porteurs de ce message de paix, de réconciliation et nous sommes disponibles pour aussi diffuser sur l'étendue du territoire national les contenus de l'accord qui sera signé ici. Si des accords avaient été signés et n'ont pas connu l'aboutissement souhaité, c'est en raison du fait que l'État a discuté directement avec des mouvements armés qui prétendent parler au nom des populations qui cependant ne les ont pas mandatés et qui n'ont pas demandé l'avis des communautés. Donc parler avec quelqu'un qui a pris un comportement et imposer la volonté de ceci à l'ensemble de la communauté, nous pensons que ce n'est pas la meilleure manière. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons du fait que la société civile, pour cette fois, a été invitée afin qu'elle dise son mot, afin qu'elle puisse permettre de faire l'équilibre entre les propos tenus au nom des communautés par les mouvements armés et aussi l'interprétation du gouvernement sur la situation de la société civile sans qu'elle ait été sollicitée. Nous sommes les communautés qui ont vécu les souffrances, qui ont vécu les violences, qui ont vécu toutes sortes d'atrocités. Et nous sommes la voix la mieux autorisée pour dire ce que nous avons vécu et ce que nous pensons des solutions qu'on doit trouver à ce problème-là. Donc si on ignore les propositions de la société civile, vous êtes sûr que vous n'êtes pas ni dans une solution globale ni dans une solution définitive. Parce que tous les problèmes, ça va tomber sur nous. Ça va tomber sur les jeunes, ça va tomber sur les femmes. En venant ici, comme société civile, nous voulons apporter un message de consolidation de la paix, un message de prise en compte des préoccupations des populations en matière de développement, en matière de justice, en matière de nouvelle gouvernance. Et parmi tous ces aspects-là,
Il faut que l'opinion de la société civile ressorte. C'est ça notre objectif étant présent ici. De mon point de vue, la participation de la société civile à ces pourparlers a été une proposition très très bénéfique. Parce que tout le monde parle au nom de cette société civile, au nom des communautés. Qui est mieux placé aujourd'hui de parler de ces communautés si ce n'est pas la société civile? Parce que la société civile, en son sens, elle est neutre. Elle n'est ni du gouvernement, elle n'est ni de ces groupes armés normalement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la société civile malienne est mieux placée pour parler vraiment de ce que, des aspirations vraiment de ces communautés. Donc nous sommes là dans ce cadre et j'apprécie vraiment la démarche du gouvernement pour nous avoir invités à participer à ces assises. Je garde vraiment espoir à l'issue des discussions, des échanges au niveau des groupes, au niveau des thématiques. Je pense que vraiment, au départ, avant de quitter ici, en tout cas, il y a des axes qui seront balisés pour vraiment satisfaire. Retour à l'Assemblée nationale ici à Bamako avec les députés qui ont examiné ce vendredi les documents d'orientation budgétaire à moyen terme 2015-2017. C'était au cours d'une journée d'échange initiée par la Commission des finances. Les parlementaires et les financiers ont donc échangé sur l'évolution de l'environnement économique. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de l'économie et des finances et celle des services techniques du département. Nous retrouvons Moussa Fane. Au cours de cette journée, les députés ont passé au peigne fin les cadrages budgétaires pour la période 2015-2017. Pour le président par intérim de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le débat d'orientation est une avancée extraordinaire dans la gouvernance financière publique au Mali. Selon lui, son institutionnalisation renforce la transparence budgétaire et le contrôle du Parlement sur l'exécutif. Ce débat d'orientation budgétaire 2015 permettra aux honorables députés de s'imprégner de tous les problèmes du budget général, budget annexe et comptes spéciaux du Trésor. Donc maintenant, en octobre 2014, pour la session budgétaire, les honorables députés n'auront aucun problème après ce débat d'orientation budgétaire. Nous, on est dans cette logique-là de faire en sorte que les ressources aillent vraiment à ceux à qui elles sont destinées et qu'en termes de résultats, on soit en mesure de mesurer après l'utilisation de ces ressources ce qui a pu se faire. Et c'était pour cela que c'était intéressant d'entendre un peu l'appréciation ou les commentaires des uns et des autres sur la façon dont le budget est exécuté. Cette rencontre a permis aux ministres et aux directeurs centraux d'échanger avec les parlementaires sur les éléments déterminants du budget d'État. Pour le ministre de l'économie et des finances, cet exercice s'inscrit dans le cadre du partenariat institutionnel de préparation du budget d'État. Le débat d'orientation budgétaire permet de donner aux élus toutes les informations relatives à l'élaboration du budget à moyen terme. Il s'inscrit aussi un cadre d'information pour faciliter à l'Assemblée nationale sa mission de contrôle. Le bureau exécutif national de la jeunesse du RPM a animé hier au CICB une conférence de presse pour commémorer l'année d'exercice du pouvoir du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agissait pour le bureau exécutif de rappeler les activités menées par le président de la République tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour le retour de la paix et pour le développement de notre pays. Cette conférence à laquelle ont assisté plusieurs personnalités était animée principalement par Mahaman Babi, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Compte rendu de Mohamed Doumia. 4 septembre 2013, 4 septembre 2014, il y a un an, Ibrahim Boubacar Keïta a été investi président de la République. Pour marquer l'événement, la jeunesse du RPM, le Rassemblement pour le Mali, a animé une conférence de presse. Loin de faire le bilan d'une année d'exercice du pouvoir, il s'agissait plutôt pour les jeunes du RPM de rappeler les activités essentielles, les ambitions et souhaits du président de la République, sans oublier les efforts enclenchés pour le retour définitif de la paix. Dès que nous sommes arrivés, nous nous sommes attaqués à un certain nombre de grands chantiers. Bien entendu, l'inévitable question du nord du Mali, les questions politiques, dialogue avec l'opposition, tout ce qui concerne la réforme de notre secteur de sécurité et de défense, les questions diplomatiques bien entendu. Cette conférence de presse prouve à suffisance l'ambition de la jeunesse du RPM pour soutenir les actions du président de la République pour le développement et l'apaisement du climat social au Mali. Nous, jeunes du RPM,
Plaçons cet anniversaire sous le signe de l'espoir d'un Mali réconcilié et en paix, avec les négociations qui s'ouvrent sous de bons auspices à Alger. L'espoir d'un Mali où la jeunesse prendra sa place dans le développement du pays, avec les lois et les réformes importantes adoptées dans le secteur de l'emploi et l'appui aux jeunes ruraux. Les questions des journalistes sont portées essentiellement sur la création d'emplois pour les jeunes, la collaboration ou la cohabitation avec les jeunesses des autres partis politiques. Au cours des 10 derniers mois, c'est-à-dire du 1er septembre 2013 au 30 juillet 2014, les services de l'emploi ont enregistré 30 839 emplois privés et publics créés. Ces emplois se répartissent entre 21 900, environ plus de 70% pour les hommes, 6 149, soit 18,84% pour les femmes, et à peu près 10% dont le sexe n'avait pas été déterminé. Donc on n'a pas dit si c'était des hommes ou des femmes. Pour lier l'acte à la parole, une projection des activités sociopolitiques du président Ibrahim Boubacar Keïta a mis fin à cette conférence. Je vous le disais dans le titre, l'an 1 du président Ibrahim Boubacar Keïta a été marqué par le lancement de plusieurs réformes politiques, administratives et institutionnelles. Elles portent notamment sur le statut de l'opposition, l'accès des femmes aux postes électifs et nominatifs, ainsi que la mise en œuvre de la politique de décentralisation en cours dans notre pays depuis quelques années. Le dossier de Mamari Koné. Dans les soucis de consolider la démocratie pluraliste dans notre pays, le gouvernement a adopté le 13 juillet 2000 la loi qui confère aux partis politiques de l'opposition un statut juridique. Dans la pratique, cette loi a révélé des insuffisances. Parmi celles-ci, la focalisation de la loi sur les problèmes généraux des partis politiques et l'absence des règles de représentation officielle de l'opposition dans ses relations avec le pouvoir. Après donc 14 ans de mise en œuvre, cette loi veut s'adapter à l'ère du temps. En procédant à sa relecture, le gouvernement entend poser un jalon supplémentaire dans le renforcement de notre démocratie. Ceci a pour corollaire la désignation d'un chef de l'opposition. Les partis politiques en majorité saluent cette initiative du gouvernement. Au niveau de la PAJ, nous nous en réjouissons parce que c'est quand même notre parti qui était à l'initiative de la première loi. Et en cette révision, nous adhérons fortement et nous participerons fortement, effectivement, en apportant nos idées pour que ce qui sortira de l'Assemblée nationale et qui sera promulgué par le président de la République réponde à l'attente des acteurs politiques pour le confort de la démocratie. Nous devons faire en sorte que les différentes mutations que nous avons connues sur l'échiquier politique, sur l'échiquier social, que ces mutations soient prises en compte dans un texte, comme je l'ai dit, qui permet à l'opposition d'être véritablement constructive et surtout de jouer dignement son rôle, puisqu'il est acquis qu'elle a son rôle à jouer dans l'avènement démocratique, dans la construction donc, de notre pays. L'opposition ne doit pas être perçue comme, entre guillemets, un pouvoir qui s'oppose au pouvoir réel. L'opposition participe à la construction du pays. L'opposition dénonce. Le projet de révision du statut de l'opposition a été adopté en Conseil des ministres en sa session du 13 août 2014. Il comporte 24 articles et 4 chapitres. Le projet a été largement partagé par les partis politiques. Ceci dans le cadre des concertations régulières entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et les formations politiques. L'une des avancées qui est à saluer également, c'est l'institution du chef de file de l'opposition. Ça permettra un peu d'organiser tout ce monde qui va se retrouver à l'opposition pour essayer d'animer cette sphère-là dans l'intérêt de notre pays. L'institution du chef de file de l'opposition est quand même une avancée considérable. Nous avons déploré que ces avantages soient assimilés à ceux du premier vice-président de l'Assemblée. On n'avait pas besoin de mentionner ça dans un texte, dès lors que le même texte dit que ces avantages seront pris par décret, pris en Conseil des ministres. Il y a des pouvoirs qui sont carrément octroyés à l'opposition. Je voudrais préciser qu'il est extrêmement important que la classe politique malienne, que le peuple malien, que chacun comprenne qu'on est aussi utile dans l'opposition dans son pays quand on est constructif que quand on est dans la majorité.
c'est les deux piliers de la démocratie en matière de gestion du pouvoir. Il faut bien que la libération des idées permette à certains de dire ce qu'ils pensent sans risquer alors d'être inquiétés. De nos jours, la participation des femmes aux instances de décision ne semble pas être à hauteur du souhait. En effet, les statistiques nous révèlent qu'elles sont seulement 5 au gouvernement sur les 31 ministres et 14 à l'Assemblée nationale sur 147 députés. S'agissant des élus locaux, elles sont 927 sur les 10 774 conseillers. Cette sous-représentation est en déphasage avec l'engagement politique des autorités. C'est pourquoi, au lendemain de son élection, le président Ibrahim Boubacar Keïta a inscrit parmi les priorités du département en charge de la femme, de l'enfant et de la famille, la prise en compte de cette préoccupation. Ce qui a conduit le 30 juillet dernier à l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi instituant des mesures visant à promouvoir les gens dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Cela a été sous-tendu par la volonté exprimée par le président de la République lui-même, bien qu'avant qu'il ne soit président de la République. C'est une volonté qu'il a toujours affichée et on l'a vu à l'œuvre quand il était président de l'Assemblée nationale du Mali, alors que moi-même j'étais député et quand il a refusé un bureau qui ne comportait même pas de femmes. Donc c'est une volonté qu'il a toujours affichée et cette volonté a été plus affichée encore quand il a été élu président de la République. La décision est sans doute saluée par les organisations féminines qui se battent au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie de la femme malienne. Celle-ci représente environ 51% de la population selon les derniers recensements. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté, n'est-ce pas, que nous l'avons accueilli. Et puis ça fait naître en nous beaucoup d'espoir par rapport à la promotion, n'est-ce pas, de la femme dans notre pays et du genre vraiment de façon générale. Un vibrant appel à nos honorables députés et représentants le peuple malien pour légiférer en faveur du projet de loi qui garantirait sans nul doute et plus d'équité et d'équilibre dans la représentation politique des femmes au nom de la justice sociale et puis du développement durable de notre cher pays. Le projet de loi instituant des mesures pour promouvoir les gens dans l'accès aux fonctions nominatives et électives se trouve actuellement sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est un texte qui vaut la peine d'être là, qui vaut la peine d'être fait par mon département et nous l'avons fait, nous l'avons mis sur la table de l'Assemblée nationale après son adoption par le gouvernement. Et nous espérons bien que vraiment ce texte va passer, Inch'Allah. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la décentralisation tenus en fin 2013, le gouvernement a adopté un document de stratégie assorti d'un plan d'action prioritaire pour 2014. Au nombre de ces actions figure la volonté de faire de la régionalisation une nouvelle opportunité pour un développement équilibré du territoire national. La régionalisation est un processus d'approfondissement de notre décentralisation qui vise à mettre les collectivités territoriales et régions au cœur des questions de développement économique, social et culturel à travers notamment des actions visant à renforcer la légitimité de ces collectivités et régions, des actions visant à leur donner davantage de ressources et davantage de capacités pour que les collectivités territoriales et régions jouent un rôle moteur sur ces questions de développement. C'est véritablement aujourd'hui, on peut dire, la seconde étape de notre processus de décentralisation. Le projet de loi adopté à cet effet en Conseil des ministres fait référence à d'importantes innovations, parmi lesquelles l'introduction du suffrage universel direct pour l'élection des organes délibérants de la région et du district de Bamako. Il s'agira d'aller à un suffrage universel direct. Tout comme on élit le conseil communal aujourd'hui, le conseil régional va être élu de la même façon. C'est-à-dire que il y aura un scrutin de liste. Donc les partis politiques, les groupements de partis politiques ou tout autre acteur intervenant dans la
compétition électorale vont proposer des listes selon le nombre de conseillers de la région. Ce sont ces listes-là qui vont être soumises au vote des citoyens. Selon le ministère en charge de la question, la régionalisation peut aider notre pays à sortir de la crise si l'on tient compte de toutes les opportunités qu'elle peut offrir aux collectivités. C'est dans ce cadre, par exemple, que l'État a prévu des contrats plans État-région. C'est dans ce cadre que le gouvernement est en train de s'atteler à la mise en place d'agences régionales de développement pour renforcer le rôle des régions par rapport aux questions de développement économique, social et culturel. Selon ces projets de loi, le nombre de conseillers à élire par les régions varie désormais de 33 à 45 proportionnellement à la population de la région. Le statut de l'opposition relie plus de femmes dans les instances de décision, la régionalisation comme facteur de développement des collectivités. Voilà autant d'atouts qui créent de l'espoir pour un Mali nouveau. Voilà, c'était donc là le dossier de Mamadi Koné sur le lancement de plusieurs réformes politiques, administratives et institutionnelles par le chef de l'État au cours de son année d'exercice du pouvoir. La journée d'hier jeudi a été consacrée au mérite à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Il s'agissait pour le département de célébrer les nouveaux docteurs. Le docteur Mamadou Dia a, au nom des 33 récipiendaires, pris l'engagement d'inscrire le nom du Mali dans les pays de rencontres scientifiques à travers le monde. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fier de ces jeunes, les a rassurés de son appui à travers l'exploitation de nouvelles pistes pour encourager la recherche. Il a enfin incité les nouveaux docteurs à faire de nos universités des espaces de débat et de rencontres scientifiques. La journée donc qui a été consacrée au mérite de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Les responsables des projets eau, hygiène, assainissement et nutrition de 8 pays d'Afrique de l'Ouest sont depuis hier à Bamako pour une formation de 3 mois organisée par l'Institut Bioforce Afrique. Cette formation s'inscrit dans le cadre de son programme intégré de formation professionnelle en Afrique de l'Ouest. Reportage de Sokona Kamisoko. Beaucoup de maladies sont liées à l'insalubrité, à l'eau et à la malnutrition. C'est pour lutter contre ces maladies en Afrique, plus particulièrement dans le Sahel, que l'Institut Bioforce a initié cette formation à l'intention des responsables des projets eau, hygiène, assainissement et nutrition. À cette formation, la trentaine de participants sont venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burkina Faso, du Tchad, du Cameroun, du Burundi, de la Tanzanie et du Mali. La gestion de l'eau et les questions de nutrition sont au cœur des préoccupations. Un élément essentiel de la réponse à ces problématiques est la création d'une capacité durable de gestion des services et des réponses aux urgences. C'est bien à ceci que le programme que nous lançons aujourd'hui va contribuer avec, notamment, un programme de formation pour développer les acteurs ici, œuvrant dans les services publics et les organisations de solidarité, et puis une capacité régionale durable pour conduire des formations de qualité avec le concours de l'Institut Bioforce Afrique et le Centre d'infectiologie Charles Mérieux. Cet atelier se tient avec l'accompagnement de plusieurs parties. Ministère de la Santé, l'UNICEF, l'Organisation ouest-africaine de la santé et Action contre la faim. La collaboration entre l'UNICEF et Bioforce permettra de constituer dès cette année un pool de formateurs nationaux et sous-régionaux, afin de garantir la pérennité de ces formations en Afrique de l'Ouest. Je ne peux en effet vous quitter sans souligner l'importance de notre profond désir qu'une telle initiative se poursuive grâce à notre engagement à tous dans la lutte contre la malnutrition et l'accès à l'eau potable et des installations d'assainissement améliorées. Ces formations sont de nature à améliorer de façon substantielle l'état de santé de nos populations. C'est pourquoi mon département ne ménagera aucun effort pour l'accompagnement du centre pour la réussite des dites formations. La formation qui va durer 3 mois sera suivie d'une autre en Afrique de l'Ouest, toujours sur l'initiative de l'Institut Bioforce, dans le cadre de l'exécution de son programme intégré de formation professionnelle en Afrique.
L'Agence malienne de normalisation et de la promotion de la qualité a tenu la deuxième session de son conseil d'administration au ministère de l'Industrie et de la promotion des investissements. Cette agence a une mission d'accompagnement des entreprises maliennes pour une bonne compétitivité. Sa création a permis déjà à certaines entreprises d'exporter leurs compétences au niveau international. Mariam Sagara. Avec l'Agence de normalisation et de promotion de qualité, l'industrie malienne va répondre aux normes et qualités internationales, et cela à tous les niveaux. Pour accompagner nos entreprises, l'AMANORM dispose de plus de 250 millions de francs CFA. L'un des principaux axes autour desquels la vision du président de la République est articulée est bien entendu la culture de la qualité. C'est pourquoi le développement de la culture de qualité sera soutenu à travers notamment la création et le renforcement d'une infrastructure nationale de qualité, l'évaluation de la conformité aux normes, la certification, l'accréditation et la métrologie. Dans ce cadre, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner les entreprises dans la démarche qualité et le respect des normes édictées afin de les rendre compétitives sur le marché national, voire international. Pour le respect des normes et qualités, l'AMANORM s'est donné plusieurs missions afin de former et d'informer les entreprises maliennes. Cette agence élabore tout ce qui est normes nationales. Nous faisons aussi la promotion et la diffusion des normes. En plus de cela, l'AMANORM est chargée aussi d'accompagner les entreprises industrielles ou toute autre entreprise à la certification de leur système de production ou alors à la certification de leurs produits. Et au-delà de ça, l'AMANORM intervient aussi en termes d'accompagnement des laboratoires nationaux en termes d'accréditation pour accompagner les laboratoires nationaux à l'accréditation. Cette nouvelle structure va permettre à nos entreprises de supporter la compétition internationale et de faire face à la concurrence de grandes firmes de qualité à l'échelle mondiale. Autre conseil d'administration avec la 6e de l'hôpital du Mali tenue ce matin. L'ordre du jour a porté sur le budget prévisionnel annuel qui s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Il a été également question du bilan des activités menées au cours du premier semestre 2014. Rachel Tessoubé. Le budget prévisionnel annuel de l'hôpital du Mali s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Ce budget est jugé insuffisant par les administrateurs à cause de la diversité et de la complexité des besoins à satisfaire. Mais en dépit de cette insuffisance financière, l'hôpital du Mali a réalisé au cours du premier semestre 2014 plus de 27 000 consultations, 36 000 examens au laboratoire, 12 000 examens d'imagerie médicale et plus de 5 interventions chirurgicales. Donc c'est un bilan qui est quand même encourageant pour une jeune structure qui entame juste sa 3e année de fonctionnement. L'hôpital du Mali est la seule structure hospitalière sur la rive droite du fleuve Niger. Nous nous rendons compte que nous sommes vraiment à l'étroit. Donc nous comptons pouvoir aller à l'extension même de l'hôpital en construisant un nouveau service des urgences et de réanimation. L'hôpital du Mali s'engage à mener à bien toutes les activités prévues pour le deuxième semestre 2014. Le service d'angiographie et d'IRM est en pleine construction pendant qu'il y a d'autres projets d'investissement. J'attire votre attention que le développement de notre structure doit être harmonieux. Des services avec des appareils de haute technologie dans un environnement suffisant pour y mener des activités de bonne qualité par un personnel très compétent en nombre et en qualité. À noter qu'à l'hôpital du Mali, le centre de radiothérapie est fonctionnel depuis le 4 avril 2014. À ce jour, 119 malades fréquentent régulièrement ce centre. 190 activités pour un budget de plus de 700 millions de francs CFA. Il s'agit là des réalisations de l'Agence pour la promotion de l'emploi ANPE. L'information a été donnée ce matin au cours de la 26e session de son conseil d'administration. Alpha Maïga. Aujourd'hui, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE reste une structure contribuant à la mise en œuvre de la politique nationale d'emploi au Mali. Quelques bénéficiaires dans l'informel s'expliquent. Vraiment, l'ANP nous a aidé. Par exemple, l'aménagement de cette place. Bon, le taxi ANP là, on a fatigué, on a un problème. On a besoin d'aide toujours. Parce que nous sommes les taximans, mais vraiment, le travail, vraiment, c'est pas facile. Ces quelques préoccupations, entre autres, sont inscrites à l'agenda de la 26e session du conseil d'administration de l'ANPE.
Les administrateurs vont échanger, voir ce qui a été réalisé. 190 activités ont été réalisées, sur lesquelles 144 ont concerné la promotion de l'emploi, soit 60%, et 45 activités ont également concerné le renforcement des capacités de travailleurs, soit 23,68%. Un budget de 727 857 599 francs CFA a été mobilisé à cette réalisation. Il s'agit là de 60% d'activités réalisées. Au titre de l'année passée, les réalisations ont été marquées dans un contexte de normalisation progressive avec la restauration de la paix et de la sécurité. Occasion pour les administrateurs de se pencher sur ce qui reste à faire pour plus d'emplois. Le projet de convention en chantier entre le Conseil national des bureaux de placement payants et les entreprises de travail temporaire du Mali, CONABEM et l'ANPE, pour corriger rapidement les distorsions constatées. Il est souhaitable que ce dossier soit diligenté. L'Agence pour la promotion de l'emploi est un service public pour l'emploi. Le volet emploi salarié ou auto-emploi est une préoccupation pour la structure. La société EDM SA a procédé mercredi à une cérémonie de reboisement dans le parc national. Au total, il est prévu la mise en terre de 500 plants. À travers cette cérémonie, EDM SA entend apporter sa contribution à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. Reportage de Nounou Sissoko. Renforcer la flore du parc national pour qu'il continue à jouer son rôle de poumon vert de la capitale, c'est tout le sens de cette campagne de reboisement de la société EDM SA dans ce grand espace verdoyant. Ainsi, 500 pieds de baobab africains y seront plantés, une manière de diversifier les essences de la place. La nature est vitale pour nous en sa qualité. Ici, il me revient que dans le temps, quand nous étions jeunes, nous venions ici, c'était tout à fait vert. Aujourd'hui, vous voyez vous-même qu'il y a eu un déboisement inadmissible. Le parc national sert aujourd'hui de lieu de détente pour la population du district de Bamako. C'est pourquoi EDM SA envisage un suivi de l'espace reboisé pour une amélioration de la qualité de cet environnement. L'EDM SA prendra toutes les dispositions nécessaires, toutes les mesures adéquates pour entretenir ces espaces. Comme d'ailleurs les espaces déjà reboisés dans le temps, qui sont entretenus au quotidien par la société. Donc ça, c'est un engagement de la société et qui va perdurer. Depuis 2002, l'EDM SA s'est engagé dans le reboisement. La société a mené plusieurs activités aux alentours des stades à Bamako, Ségou, San, entre autres. La coopération entre le Mali et la République du Venezuela se porte à merveille. En témoigne l'octroi de 150 bourses du Venezuela pour le sportif malien. Il s'agit de 100 bourses d'études pour 5 ans et de stages de perfectionnement. Le ministre des Sports et les chargés d'affaires du Venezuela au Mali ont animé un point de presse à ce sujet. Abdul Karim Kaba. 150 bourses au lieu de 60 initialement prévues, c'est ce que le ministre des Sports a obtenu à l'issue d'une visite au Venezuela. 3 filières de formation de longue durée sont concernées par ces bourses. Entre autres, la formation en nouvelles technologies sportives, la formation en activités sportives et la formation en entraînement sportif. Ces formations sont destinées à tout sportif malien qui remplit ces conditions. De 17 à 24 ans et être détenteur du baccalauréat malien et être issu d'une famille démunie, être célibataire sans enfant. À cela, il faut ajouter que la candidature féminine est vivement encouragée. Il y aura aussi des bourses pour des stages de perfectionnement en athlétisme, arts martiaux, l'encadrement et les basketteuses. Justement, les basketteuses cadettes, à l'origine de la demande de bourse après l'ère sacre continentale, veulent autrement. Elles ont écrit noir sur blanc, soutenues par leurs parents et validées par la Fédération malienne de basketball pour nous dire, nous, on ne veut pas voyager, nous sommes dans des écoles ici, nous souhaiterions être pris en charge dans ces écoles et qu'on nous donne une Jakarta et 25 000 francs par mois pendant 5 ans. Ces bourses ont été obtenues grâce au partenariat entre le Mali et la République bolivarienne de Venezuela. Expresó la solidaridad con África. Mali no es una solidaridad
condicionada. La première tranche de ces boursiers ira dès la fin de ce mois et les autres d'ici la fin de l'année. Le président et les membres de la commission des sélections assurent que les bourses seront réparties en toute transparence. C'est la transition trouvée pour parler de football. Demain samedi, le Mali reçoit le Malawi ici à Bamako dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Pour cette première sortie à domicile, les Aigles sont prêts à relever le défi car ils restent sur 2 matchs sans victoire au stade du 26 mars. Ousmane Daou. En route pour la CAN 2015 au Maroc et pour leur entrée en liste dans les éliminatoires, les Aigles du Mali reçoivent les Flames du Malawi. Après 2 ratés à domicile pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, les Aigles savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, même si ça reste un match de football. On est confiant, on est vraiment motivé, surtout par rapport aux 2 matchs qu'on a joué à Bamako ici. Au Verset on a fait 2 matchs nuls, donc on a vraiment voulu se racheter, on a vraiment voulu faire plaisir à notre public et surtout prendre les 3 points parce qu'il ne faut pas oublier, c'est les éliminatoires pour la CAN et l'objectif c'est de se qualifier pour la CAN, donc on va tout faire pour gagner ces matchs-là et surtout bien démarrer les éliminatoires. C'est très bien que c'est un match important parce que c'est le premier match. Il est important de gagner les premiers matchs. Ça va nous permettre d'avoir la confiance pour le reste. Donc voilà, nous allons tout faire pour avoir la victoire. Et je dirais à tout le monde, à tous les Maliens, de nous souhaiter vraiment une bonne chance parce qu'on a besoin d'avoir la chance pour gagner un match de foot et pour continuer le reste. Pour la 4e fois, le Mali et le Malawi s'affrontent. Les Aigles comptent 2 victoires et 1 nul. La première en 1992, 1 but partout à Lilongwe et 2-1 à Bamako pour les éliminatoires de la CAN Tunis 94. La dernière victoire 3-1 à Cabinda à la CAN 2010 en Angola. Qu'à cela ne tienne, ce match ne sera pas facile. Pour cause, les Malawites n'ont rien à perdre. Pour le capitaine Seydou Keita et ses coéquipiers, l'objectif est de préserver leur invincibilité face au Malawi et bien entamer les qualifications à la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà, et puis cette nouvelle parution désormais disponible dans nos kiosques, l'hebdomadaire d'information générale, d'investigation et de faits divers 22 mars, au prix de 300 francs CFA. Le numéro 001 du mercredi 3 septembre traite entre autres des sujets, des relations, de la brouille entre Afrique Média et CanalSat et bien d'autres sujets. 22 mars, donc désormais disponible dans nos kiosques. Voilà, et bien entendu, vous pourrez suivre après ce journal le long entretien accordé par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Bokar Keïta, à l'ORTM et à Africable, entretien dans lequel le chef de l'État revient sur son année d'exercice du pouvoir. C'est à suivre à partir de 21h sur cette antenne de l'ORTM. Et juste après, vous pourrez suivre également les nouvelles sportives dans l'émission Performance qui vous sera présentée par Ousmane Daou. Et puis, nos remerciements particuliers à nos téléspectateurs de Simbi, un village à 45 km de Nioro du Sahel, et à ceux de Soumpi dans le cercle de Niafunke. Merci et bonsoir.